média de la bonne littérature et je suis Tara Lennart. 12 romans, un prix Femina, 7 essais et récits, des dizaines d'articles et collaborations, colloques et séminaires, un siège à l'Académie Goncourt et j'en passe. Camille Laurence est l'une des grandes écrivaines de la littérature française contemporaine, si tant est qu'il soit nécessaire de rappeler quelques éléments biographiques. Le mieux reste de la lire. La première fois que j'ai été interpellée par ce nom, c'était dans les crédits d'une chanson qui m'avait profondément émue en 2002. Je n'aurais pas imaginé, 18 ans plus tard, découvrir les nouveaux romans de Camille Laurence avec la même curiosité que celle qui m'avait poussée à acheter Dans ses bras-là, dont je trouvais le titre fantastiquement sensuel et mystérieux. Je n'aurais jamais imaginé non plus que les auteurs actuels contribueraient à ce point, par leurs références, par leurs mots, à construire un imaginaire, un regard sur la vie et son déroulé. Camille Laurence ne se contente pas d'écrire des romans singuliers et architecturés, elle tisse une gigantesque toile de concordance entre les époques, les mots et les écrivains. Fille, dont il est question aujourd'hui, est paru chez Gallimard. Il est très difficile et un peu vain de tenter de poser un avis critique sur un livre aussi vivant, multiple et en prise avec les questions actuelles autour de la parole des femmes. Comme à son habitude, Camille Laurence évolue avec aisance dans une autofiction assumée où le vrai et le faux importent peu finalement, puisque nous lisons un roman, nous lecteurs. Un roman qui parle de l'identité féminine, rien de moins, de la place d'une fille dans une société vautrée dans un patriarcat gluant, de la violence, parfois discrète, parfois hurlante, souvent insoutenable, toujours intolérable, qu'une femme endure tout au long de sa vie. Un roman qui parle aussi de filiation, de transmission, de fierté et d'amour. Il faut lire ces mots, entendre cette voix qui parle du lieu de la femme et vient faire écho à notre histoire, à nous, notre vécu de femme qui a été une fille. Très à l'aise dans la construction et dans le style, dans les changements de focalisation et de registre de langage, dans les jeux sur les mots et les signifiants, Camille Laurence parvient à installer une ambiance où la dureté du propos est en permanence adoucie par un humour subtil entre cynisme aigu et mot d'esprit. C'est merveilleux une fille, c'est merveilleux un roman comme celui-ci, et Camille Laurence est sans doute la mieux placée pour en parler. Bonjour Camille Laurence. Bonjour Tara Lennart. Alors déjà, merci d'accepter cet entretien pour le podcast de Bookalichus. On va parler un petit peu de Fille, ton nouveau roman paru chez Gallimard. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre, Fille, et pourquoi l'as-tu écrit maintenant dans la chronologie, la construction de ton œuvre ? En fait, c'est un sujet, si on peut dire, qui m'a toujours intéressée, la question du féminin et surtout la question de la transmission de codes ou de stéréotypes éventuellement ou de valeurs attribuées traditionnellement au féminin. Je l'avais déjà fait notamment dans un roman de 2003, je crois, qui s'appelle L'amour roman, où je prenais 3 générations de femmes, la grand-mère, même un peu l'arrière-grand-mère, la mère et la fille, et je voyais par la lignée maternelle comment les grands événements familiaux, pouvaient être la rencontre, le mariage arrangé ou pas, le mariage d'amour, enfin c'était sur un siècle à peu près, le divorce, enfin tous ces événements-là, comment ils avaient évolué dans le temps. Alors là, ce qu'il y a de particulier avec Fille, c'est que ce qui m'a donné envie de faire une sorte d'état des lieux, c'est le mouvement MeToo, parce que ça m'a amené à réfléchir sur ce que les femmes dont je suis vivaient au quotidien, et je me suis rendu compte que, au fond, personnellement, j'avais été tellement habituée à toutes sortes d'avanies en tant que femme et fille quand j'étais plus jeune, dans la rue, dans le métro, partout, que je n'y faisais plus attention. Et ce que le mouvement MeToo a réactivé, c'est finalement cette situation que les femmes de ma génération ont accepté beaucoup plus que les femmes de maintenant. Et je trouve ça formidable. Et justement, j'avais envie à la fois pour la nouvelle génération et aussi pour moi-même de revenir en arrière sur une 60aine d'années
pour voir ce qui avait évolué, parce que la nouvelle génération ne sait pas forcément comment ça se passait au début des années 60, les années 70, toute la première vague du féminisme, notamment en France. Là, on a entendu parler de Gisèle Halimi parce qu'elle est décédée récemment, mais beaucoup de jeunes femmes ne sont pas très au courant de ce qui pouvait se passer dans ces années-là, si leurs parents ne leur en ont pas parlé, ou si leurs parents eux-mêmes sont trop jeunes pour avoir connu cette époque. Donc voilà, j'avais envie de faire ce panorama qui est à la fois historique, social, et évidemment intime, personnel aussi. Oui, qui est un mélange justement, et qui est un petit peu lié aussi on peut dire, si on parlait un peu familièrement, au besoin de l'ouvrir, de contribuer à ces voix féminines qui s'élèvent et qui donnent des outils pour la génération actuelle, tout en les reliant à la réalité qu'ont pu vivre leur mère, leur... Voilà, notamment, donc, évidemment, c'est pas le début du féminisme, parce que je ne remonte pas jusqu'aux suffragettes, donc moi-même, je n'ai pas connu, mais quand même, ces 3 moments que j'ai eu la chance de vivre, au fond, s'étalent dans le temps, dans un temps relativement limité, mais je dirais, quand j'étais adolescente, dans les années 70, le MLF, le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, c'était quand même une grande époque. Moi, j'ai fait pas mal de manifestations, il y avait les films d'Agnès Varda, enfin, c'était quand même tout un univers, donc Gisèle Halimi, les fameux procès... Et puis, je dirais que avant MeToo, il y a eu tout le mouvement LGBT, tout ce que le mouvement LGBT a pu apporter à la cause des femmes. La manifestation de mariage pour tous, jusqu'à donc MeToo. Pour moi, ce sont 3 grands moments qui se trouvent recouper ma propre vie pour différentes raisons. Donc, je me suis dit que ça c'était intéressant que une expérience qui est en grande partie personnelle puisse s'inscrire finalement, comme toutes les expériences, dans un moment ou dans plusieurs moments historiques et sociaux. Et politique, donc, parce que finalement, c'est politique, tout ça. Oui, le champ effectivement politique rejoint la vie quotidienne. Et d'ailleurs, pourquoi avoir... Et par rapport à ce que tu dis, justement, cette imbrication du politique dans le féminin, en fait, et dans le quotidien, pourquoi un roman et pas un essai ou comme tu as pu écrire par ailleurs, quelque chose de plus institutionnel, entre guillemets, que ce roman qui peut se lire... Oui, mais parce que je me sens d'abord écrivaine, si tu veux. C'est-à-dire que je n'ai pas, je pense, tous les outils sociologiques ou historiques. Je ne suis ni sociologue ni historienne pour écrire un essai. Puis d'abord, il y en a déjà eu de très, très importants, de très forts là-dessus. Et moi, je suis écrivaine, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse avant tout, c'est de saisir tout cela dans une langue, dans un style, dans un rythme, dans des émotions. Donc, c'est ça mon but premier. Donc, le roman, l'autofiction permettent cela, alors qu'un essai doit rester plus à distance de son sujet. Oui, puis plus touche une cible effectivement nécessairement moins large. Voilà, puis je ne me sentais pas aussi compétente. Moi, ce qui m'a intéressée aussi en premier lieu, c'est de toucher à la langue, au vocabulaire. Qu'est-ce qui dans la langue elle-même dit quelque chose en général négatif ou péjoratif de la condition féminine. C'est pour ça que ça s'appelle fille, parce que rien que le mot fille récèle un ensemble de sens qui sont déjà très, très éloquents sur la situation des femmes. Oui, leur considération par la majorité.
Voilà, exactement. Mais parce que tout le monde, de manière inconsciente, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est l'inconscient qui est à l'œuvre dans la langue. Tout le monde utilise des expressions sans forcément penser qu'elles sont négatives. En tout cas, voilà, pourquoi est-ce que on dit, on peut entendre soit un homme pour exalter les valeurs de courage ou d'énergie vitale, de force, et on ne dit jamais soit une femme. Ça n'existe pas, cette phrase soit une femme, on ne dit jamais ça. Pourquoi est-ce qu'on ne dit jamais femme? Ça parce que une femme apparemment n'aurait pas de qualité qui pourrait s'apparenter et être symétrique des valeurs viriles de soit un homme. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Ce qui me frappe aussi, c'est que par exemple le mot garce, qui est une injure appliquée, comme tu sais, uniquement aux femmes, au départ, c'est juste le féminin de garçon. Oui. Un garçon, une garce. Sauf qu'à partir du moment où le garçon se féminise en garce, ça devient une injure, parce que ça se féminise. Et donc, ça chute, ça tombe. C'est assez impressionnant. Il y a plein de choses comme ça. Et on retrouve d'ailleurs dans ton roman beaucoup on va dire de jeux, ça s'apparente à quelque chose de très ludique quand tu joues justement sur le vocabulaire, sur les signifiants. Bon, en le lisant, on se rend compte qu'on rit souvent un petit peu jaune quand même, parce que même si c'est très spirituel, la réalité n'est pas très agréable à lire. Mais comment est-ce que tu as particulièrement sur ce roman travaillé ton style en fait, ce côté on va dire très technique de l'écriture et de la construction qui est très particulière aussi dans ce roman avec de manière plus manifeste, avec des changements de focalisation, des changements de registre de langage. Comment est-ce que ça se passe dans l'écriture, en fait, dans l'articulation à partir de l'idée pour en arriver au résultat? Oui. Bah, comme tu dis, ça part d'une idée, ça part de ce que j'appelle une ligne de vol. C'était René Char qui parlait de la ligne de vol du poème. Là, c'est la ligne de vol du roman, c'est-à-dire je sais d'où je vais partir et où je vais arriver, puisque je ne peux commencer finalement un roman que si j'ai la fin. Ça, c'est paraît-il commun à beaucoup d'auteurs de romans policiers, mais moi j'aime beaucoup ce genre, et sans doute que le suspense m'a amené à pratiquer cette formule, c'est-à-dire que j'écris d'abord la fin, et donc j'avais la fin dès le départ. Et cette fin, c'était donc... et j'avais le début, je voulais que ça commence par « c'est une fille ». C'est l'annonce de l'accouchement, au moment de l'accouchement, l'annonce à une époque où l'échographie n'existait pas, donc où les parents découvraient le sexe de leur enfant au moment de l'accouchement. Donc l'annonce aux parents, c'est une fille, annonce décevante puisqu'ils voulaient un garçon et qu'ils avaient déjà une fille. Et puis, donc ce « c'est une fille » du début... J'avais dans l'idée que par cet arc du roman, on arrivait à s'émerveiller une fille, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y avait qu'un adjectif en plus, intercalé, c'est merveilleux une fille, et que cet adjectif, en fait, évidemment, changeait tout, et que c'était toute la suite du roman qui l'avait amené. Donc, ce que la petite fille du début pouvait voir comme un manque, parce que son père, notamment, lui imprime dans l'esprit qu'il lui manque quelque chose en tant que fille, et elle met tout le roman à comprendre qu'en fait ce qui lui manque, ce n'est pas le pénis, l'envie du pénis comme disait Freud, hein, c'est vraiment une catégorie de la psychanalyse, enfin, la castration, que les filles souffrent de la castration, qu'elles souffrent toute leur vie de ne pas avoir l'organe masculin. Bon, évidemment maintenant c'est un petit peu dépassé, mais donc elle met 60 ans en gros à comprendre que ce qui lui manquait, c'était pas du tout cet organe masculin dont elle se passe très bien, elle a elle-même ses propres organes sexuels qui lui conviennent parfaitement, mais que ce qui lui manquait, c'était cet adjectif, c'est-à-dire que c'était un mot positif, un mot même laudatif pour parler de la condition de fille. Donc voilà, ça c'était mon point de départ. Je voulais ensuite qu'il y ait 3 parties qui commencent chacune par l'annonce du sexe. Donc c'est une fille, première partie. Deuxième partie, c'est un garçon, puisque la narratrice devenue adulte
a d'abord un garçon, accouche d'un garçon, et troisième partie qui commence par c'est une fille puisqu'elle a une fille, et qui se termine par c'est merveilleux une fille. Donc une fois que j'ai eu ce cadre, en fait, c'est un peu comme le plan d'un bâtiment, d'un monument en architecture. Alors ensuite à l'intérieur, je tresse. Ensuite c'est une fois que j'ai la macrostructure, ensuite c'est du détail. Après ça devient c'est plus de l'architecture, c'est du tricot, c'est de la dentelle. C'est-à-dire qu'un mot on amène un autre. Comment dire, en écrivant par exemple le début, naître, le verbe naître, qui m'amène à naître et elle n'est qu'une fille. Voilà. Après ça se tricote vraiment. Il faudrait faire une explication de texte presque page à page. Autant que je puisse m'en souvenir, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ça se tricote vraiment avec le signifiant, par sonorité, par rythme. Je voulais aussi que ces trois parties, évidemment, comme elles sont chronologiques, suivent les registres de langue et de style correspondant à l'âge. Donc la petite fille, quand elle est petite fille, il y a évidemment un style un peu différent. On est à hauteur d'enfant. Donc, ça n'est pas la même parole que quand elle est adulte ou encore quand elle parle à sa propre fille qui elle-même est petite. Donc, ensuite, voilà. Et puis après, il y a tout le travail du rythme, comment dire, les moments d'intensité émotives qui peuvent être pour lesquelles j'ai fait très attention parce que je voulais surtout absolument éviter le pathos parce qu'il y a des scènes très très douloureuses et je ne voulais surtout pas surligner, être dans dans l'affectif outre mesure. Donc j'ai travaillé plutôt par retrait, en enlevant des choses pour arriver à quelque chose, me semble-t-il, d'assez épuré, voire d'un peu sec. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut arriver à une certaine sécheresse, enfin, je veux dire, de la phrase, hein, pas des émotions, mais de la phrase. Oui, c'est vrai que justement, ton livre, à aucun moment, enfin, de mon avis de lectrice, ne tombe dans le pathos et quand même, vu la complexité du sujet et parfois la violence, hein, concrètement, des situations vécues par la narratrice et de ce qu'elle met en lumière, oui, la glissade dans le pathos aurait pu être très rapide. Et il y a une espèce de survol comme ça qui rend en fait l'effet, j'ai trouvé d'autant plus violent à la lecture que c'est très sobre. C'est ça, en fait. C'est ce que j'ai compris des retours de lecture que j'ai eus, parce que moi, en fait, je n'avais aucune idée de ce que pouvait produire ce type d'écriture. Et je crois qu'en effet, comme tu le dis, la sobriété, l'absence d'affect trop violent, en tout cas trop violemment exprimé, peut-être, paradoxalement, si on veut, décupler l'émotion de celui qui lit. Oui, c'est ces fameux conseils de lecture. J'avais lu ça dans l'écriture de Stephen King qui disait mais élaguer, enlever les adjectifs. Oui. C'est beaucoup plus. Il prenait lui le registre de l'horrifique en disant vous ferez beaucoup plus peur à vos lecteurs en étant très sobre et très en retrait plutôt qu'en le noyant d'adjectifs qui au final diluent l'émotion. Oui, mais c'est évidemment dans le style, mais même dans le choix de ce qu'on va raconter. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut enlever, même si on les a vécues, en fait. Et par exemple, je pense à une scène où la narratrice va voir son bébé qui est mort, elle va le voir à la morgue. Volontairement, je n'ai pas raconté la scène, c'est-à-dire que on n'entre pas dans la morgue, on ne voit pas l'enfant. Voilà, il y a juste ce moment où elle veut y retourner et elle tape à la porte et derrière il y a l'employé qui lui dit non, c'est pas possible, vous pouvez pas entrer, vous pouvez pas revenir, c'est fini. Mais je ne voulais pas raconter cette scène parce que justement c'était presque trop facile je voulais pas entrer là-dedans, voilà. Oui, il y a vraiment on va dire un dosage dans ce que tu vas générer comme émotion chez ton lecteur. Voilà.
Et sur ce type de sujet, comment se passe, en fait, s'opère le rapport entre auto et fiction, puisque c'est un petit peu le jeu autour. Surtout quand on est une femme, qu'on est mère, voilà, comment on se situe, en fait, en tant qu'écrivaine, femme. Oui, ce qu'il y a, c'est que pour moi, c'est un roman dès l'instant où il y a des personnages qui sont créés à partir de plusieurs personnes. Je pense en particulier au père, qui est effectivement en partie créé à partir de mon propre père, mais aussi d'autres figures paternelles pour moi, qui ont été pour moi des figures paternelles. Alors c'est ce qui est compliqué, je préfère le mot roman parce que le mot autofiction, j'entends même beaucoup des gens qui ne me connaissent pas, donc qui ne peuvent absolument pas évaluer quelle en est la part, qui disent c'est un livre autobiographique. Mais qu'est-ce que je veux dire, voilà. Encore ceux qui me connaissent, bon, qu'ils puissent repérer des éléments autobiographiques, c'est évident, puis ceux qui ont lu mes précédents livres, parce qu'il y a des événements que, évidemment, j'ai déjà racontés plusieurs fois, et sous d'autres formes. Et donc, oui, ces événements-là ont eu lieu. Mais j'aime bien reprendre cette phrase de Marguerite Duras, que je trouve absolument impeccable pour définir l'endroit où je me situe. Et elle disait, je ne sais plus à propos de quel livre, on lui demandait justement quelle était la part de véracité ou de vérité, de réalité dans ce qu'elle avait écrit. Et elle disait, il faut que l'événement ait eu lieu. Donc ça, c'est quand même important. Il faut que l'événement ait eu lieu. Oui. Mais ensuite, ce qui a été écrit remplace ce qui a été vécu. Donc ensuite, moi, quand je parle là maintenant, je parle d'un livre. Je ne parle pas, je parle de ce que j'ai écrit, je ne parle pas de ce que j'ai vécu. Alors bien sûr que j'ai vécu les événements, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de travailler, enfin d'exprimer ce qui s'est imprimé en moi. Je reprends toujours cette image de Proust, que ce que la réalité a imprimé en nous, c'est un mouvement de va-et-vient, ça s'imprime en nous et ensuite on l'exprime par l'écriture. Donc c'est une connaissance que j'ai parce que ça s'est imprimé en moi directement par la réalité de l'existence. Mais ce qu'on appelle l'autofiction, normalement, c'est justement là qu'on est un petit peu en porte-à-faux. C'est que si on s'en tient à la définition de Serge Dubrovsky, c'est un livre dont la matière est entièrement autobiographique et dont la manière est entièrement fictionnelle. Donc là, ça n'est pas une autofiction parce que la matière n'est pas entièrement autobiographique, même si beaucoup l'est, tout ne l'est pas. Le père du roman n'est pas mon père. Donc il y a beaucoup de choses, et pas seulement parce qu'il n'a pas le même métier ou parce qu'il ne s'appelle pas Baraquet. C'est juste différent. Mais c'est aussi très proche de ce que j'ai vécu. Mais ce qui compte maintenant, c'est ce que j'ai écrit. Oui, c'est plus encore une fois, tu n'écris pas, tu ne dis pas écrire de l'autobiographie. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de lire un roman. Tout à fait. Un roman très inspiré en tout cas, ce que j'appelle mon paysage mental, quoi. Mon paysage mental qui évidemment a été formé par ce que j'ai vécu, par mes expériences heureuses ou malheureuses. D'ailleurs, je ne sais plus si c'était, j'ai un doute sur Maupassant ou Balzac, qui disait qu'il était jusqu'à la servante qu'on croise en deux mots et qu'il était en fait qu'on lui avait demandé à l'un ou à l'autre s'il était dans ses romans, et qui disait qu'il était juste chaque personnage en fait jusqu'à la servante complètement insignifiante qu'on croise entre deux portes. Et cette image, ça rejoint un petit peu ce que tu... Oui, et ça, c'est cette idée en plus qu'il n'y a pas un seul personnage qui serait la narratrice. Je l'ai développée en employant, comme tu le disais tout à l'heure, différentes focalisations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule narratrice qui dit « je » du début à la fin. Oui. Il y a d'abord quelqu'un qui est probablement d'ailleurs, en tout cas pas forcément une narratrice, mais qui peut être un narrateur, qui dit « tu ».
Oui. dans tout le début du roman. Donc c'est quelqu'un qui s'adresse au personnage qui vient de naître et qui lui explique comment il voit les choses. Et ce tu me permettait d'être à distance, que justement, ça n'est plus la narratrice qui parle d'elle-même. C'est même pas la narratrice qui se parle à elle-même. C'est vraiment un narrateur omniscient, comme chez Balzac, qui sait tout, qui sait quelle heure il était, qui sait, alors qu'elle, elle vient de naître, donc, et qui fait de l'humour, et qui fait de l'ironie, et qui s'amuse, et qui se moque des parents. Et donc, là, c'est pour moi, c'est la puissance du romanesque et du narrateur omniscient, qui est au courant de tout, qui est un peu en surplomb. Et alors, d'ailleurs, c'est très drôle parce que moi, je me suis amusée, c'est censé être humoristique, et parfois, je vois qu'il y a des lecteurs qui trouvent que cette narratrice ou ce narrateur est vraiment trop didactique. Mais c'est bon, enfin, je sais pas comment chacun lit, mais en tout cas, c'est un jeu qui est purement littéraire, qui est romanesque. Et c'est vrai qu'ensuite, quand je passe au jeu, là, on n'est plus à proprement parler dans l'autofiction, parce que ce sont des événements dramatiques qui me sont arrivés. Je parle aussi bien de l'abus sexuel par le grand-oncle que ensuite l'avortement, et puis la perte d'un bébé. Donc là, c'est vrai que parfois le jeu est impossible à ce moment-là. Donc là, j'utilise le elle parce que c'est trop fort. Je pouvais difficilement employer le je. Donc là, j'emploie le elle et je reviens au je quand je veux vraiment expliciter quelque chose que la narratrice peut dire par elle-même, et notamment toute la partie avec sa fille. Oui, les personnages, en fait... De le raconter autrement. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui parle de la relation avec sa fille, et ça me paraissait simple que ce soit comme ça, même si parfois il y a un peu le tu qui revient à la fin. C'est un jeu justement qui est permanent entre réalité et fiction, et en fait aussi entre classicisme quelque part, au bon sens du terme, hein, tout à fait, et modernité, justement par ces jeux stylistiques et également de signifiants que tu opères. Voilà, c'est-à-dire que je me donne la liberté de faire ce qui me paraît intuitivement le mieux à ce moment-là. Donc si intuitivement, tout d'un coup, je me dis, je ne peux pas parler à la première personne, je change de pronom, j'emploie le tu ou le elle, et puis... il y a des ruptures de ton aussi, parce que parfois j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de traiter légèrement d'un sujet, et puis d'autres fois, non. Je crois que c'est quand même un roman où je me suis vraiment donné la liberté, quoi, ma liberté d'écrivaine. Au sens vraiment entier. Oui. Et qu'est-ce que, par rapport justement à cette, déjà d'une part à ce travail, on va dire, d'écrivaine, puis ce vécu de femme, ce regard, qu'est-ce que en fait ça fait, cette réception qu'il y a eu du livre, de ce que j'ai pu lire, j'ai eu l'impression que c'était particulièrement littéral et non littéraire pour beaucoup de critiques, où c'était beaucoup de personnes l'ont reçu comme une autobiographie, où on en parlait spontanément comme une autobiographie, comme s'ils avaient justement oublié ce qu'était l'autofiction. Qu'est-ce que ça fait en fait de lire, de recevoir en fait ce regard sur le livre qu'on vient d'éditer? C'est-à-dire, je crois, et peut-être que moi-même, c'est une tendance que j'ai, je crois qu'actuellement, on a très souvent besoin de savoir si c'est vrai ce qu'on lit. Je sais pas, c'est quelque chose d'assez étonnant, et d'ailleurs on peut être fâché quand on se rend compte que tel ou tel passage du livre a été inventé ou imaginé. Disons que je pense que c'est aussi que comme c'était déjà le cas d'ailleurs avec mon précédent roman, Celle que vous croyez, c'est-à-dire comme il y a à la fois un roman très construit et un sujet qu'on peut appeler de société, oui, c'est reçu
selon les lecteurs ou les lectrices, tantôt, plus souvent sans doute, comme un objet de réflexion, éventuellement d'émotion, mais de réflexion sur ce que c'est qu'être une fille, une femme, aujourd'hui, ou ce que c'était hier. Donc c'est reçu comme un objet plus sociologique que littéraire, ou bien, et à ce moment-là sociologique à partir d'une expérience entièrement autobiographique, ou bien c'est plus reçu comme un objet littéraire, stylistique, voilà. Mais alors que l'un n'empêche pas l'autre. Ce qui me semble étonnant, je trouve, à notre époque, c'est que très souvent, on a tendance à opposer l'autobiographie et le littéraire, comme si une autobiographie, c'était moins bien qu'un roman. Oui. Voilà. Oui, alors en plus... des textes autobiographiques vraiment magistraux, sublimes, il y en a quand même un certain nombre dans notre littérature, pour ne parler que de la française, mais je ne sais pas pourquoi. Alors c'est-à-dire que ce que je vois chez certains critiques, même si la critique est globalement extrêmement positive, mais c'est que... voilà, ça commence par... C'est un texte autobiographique presque comme si c'était en soi une critique. Oui, c'est un texte autobiographique. Oui, c'est ce petit côté... Ça minorait. Et moi, ça, je n'ai jamais compris pourquoi ça pouvait minorer un texte, qu'il soit autobiographique ou qu'il ait des éléments autobiographiques. Pourquoi est-ce que c'est mieux de tout inventer ? Pourquoi est-ce que ça n'aurait pas plus de profondeur, plus d'intensité, plus de vérité de parler de choses qu'on connaît, plutôt que d'inventer, de se mettre dans la peau de gens qu'on ne connaît pas, d'expériences qu'on n'a pas du tout. Enfin, voilà, je ne comprends pas. Je n'ai pas de jugement de valeur. Moi, je lis quantité de romans, de vrais romans, mais quand même, je ne vois pas pourquoi, en fait, l'imagination serait mieux que l'introspection, que le pur roman serait mieux que l'autofiction. Ça, je ne comprends pas. Tout est une question de style. Je crois que c'est Miles Davis qui disait il n'y a pas de bonne et il n'y a pas de voilà, on va pas dire ce que c'est que si le jazz c'est bien, est-ce que c'est de la bonne. Je ne connais que la bonne et la mauvaise musique. Oui. Le jazz c'est moins bien que je sais pas quoi. Est-ce que Miles Davis c'est moins bien que Bach? C'est juste il y a la bonne et la mauvaise musique. C'est la même chose. Oui, c'est une la bonne et la mauvaise littérature. C'est ça. C'est une qualité avant tout et pas un genre, un genre plutôt qu'un autre. Exactement. De toute façon, maintenant, je crois que c'est comme pour les genres dans la sexualité, hein, dans la littérature, c'est pareil. La notion de genre, franchement, même je vois dans les jurys littéraires, je pense que ça va finir par disparaître. Dire ah oui, mais ce n'est pas un roman. C'est impossible maintenant de délimiter une frontière nette entre ce qui relève du roman, du témoignage, de l'autofiction, de l'autobiographie, voilà, de l'exofiction, de tout ce qu'on veut. Enfin, je crois que là, il faut juste dire est-ce que ce texte, est-ce que c'est un bon texte littéraire ? Est-ce qu'il renouvelle par sa langue, par sa forme, ce qu'on a pu déjà lire ? Est-ce que c'est nouveau ? Est-ce que c'est tout ? C'est plus simple que d'effectivement partir dans 2000 sous-catégories. Oui, tout à fait. C'est stérile, en fait. Hein. Oui, de la même manière que les 30 000 sous-définitions de sous-cases de genre finissent en fait par perdre un petit peu l'essentiel du débat. Mais comme tu le pointes, c'est un peu la tendance générale. Oui, oui, c'est la tendance générale. Et pour finir, j'ai trouvé que ton texte résonnait en fait très longtemps après la lecture, un peu comme s'il parlait à une forme d'inconscient féminin, avec vraiment une conscience aiguë de ce que peuvent vivre et subir d'autres femmes. Est-ce que tu penses qu'un jour, en fait, on pourra le lire de manière totalement dépassée, en se disant oh là là, ça se passait vraiment comme ça en 2020 et avant. Il y a une espèce, comme tu parlais au début, de panorama avec ce côté d'écrire en fait noir sur blanc ce que vivent les femmes, ce qu'elles ont vécu et de l'inscrire dans une filiation.
Est-ce que tu penses qu'un jour, cette filiation sera tout autre, en fait? On pourra se dire, mais c'est du passé. Ah bah, je l'espère. Cela dit, j'ai déjà des lectrices, sans doute parmi les plus jeunes, qui parlent du livre en disant oh là là, mais alors c'est complètement. Là, je pense qu'elles se trompent d'ailleurs. Elles disent ah oui, ça c'est complètement fini, ça c'est dépassé. C'est un roman du XXe siècle, ça. Je l'ai beaucoup entendu. Alors effectivement, c'est mignon. C'est un roman du XXe siècle. C'est vrai, puisque quand même la majorité de l'action, si je puis dire, se passe entre 1959 et ça doit se terminer. Le roman se termine vers 2012, puisque c'est au moment des manifestations là, du mariage pour tous. Oui. Donc ça se passe sur un peu plus de 50 ans. Donc c'est en grande partie un roman qui se passe au XXe siècle, mais il y a une grande naïveté malheureusement à dire, comme je l'entends parfois, enfin plus souvent d'ailleurs de la part d'hommes, oui. que tout ça c'est complètement fini, oui, que c'est déjà dépassé, que c'est dépassé, comme si toutes les filles maintenant vivaient complètement libres et heureuses et à égalité avec les hommes. Hein, ça vraiment... On s'en rend compte au niveau statistique, au niveau quotidien, c'est vrai que c'est très dépassé. Évidemment. Alors bien sûr, si on se réfère au début du roman où la mère n'a pas le droit de travailler sans l'accord de son mari, n'a pas le droit de signer un chèque, et bon, évidemment que tout ça, c'est le XXe siècle vraiment, vraiment dépassé. Mais la fin, il y a quand même un écart de plus de 50 ans et la fin s'arrête sans être dans une radicalité qui est peut-être davantage celle des jeunes générations, mais bon, c'est aussi cette narratrice avec son parcours qui parle, donc on ne peut pas lui demander non plus d'être aux avant-postes du féminisme radical tel qu'il s'exprime. Et d'ailleurs, même si j'ai quelques réticences parfois, je pense que on a été assez patiente et peut-être qu'en effet, il faut ruer un peu plus dans les brancards que nous ne l'avons fait dans les générations précédentes. Maintenant, j'espère que ce livre un jour sera comme là pour le coup un classique presque historique, quoi. Pas fossilisé, mais on dira c'était comme ça. Ouais. Mais bon, malheureusement, ça n'avance pas vite quand même. Même si on peut voir une énorme évolution. Mais quand même, dire que tout va bien maintenant, moi j'entends encore beaucoup de filles, de jeunes femmes dire « Ah non, mais moi je ne suis pas féministe », comme si c'était une injure. Ah non, moi je ne suis pas féministe. Alors pourquoi ? Parce que maintenant, c'est derrière nous le féminisme, tous les acquis sont stables. Quand on voit ce qui se passe un peu partout, que l'avortement est remis en cause, même aux États-Unis, je parle pas de la Pologne, hein, mais je veux dire. Et même en France, si l'extrême droite passait, ça serait pas, tout ça ne serait pas acquis quand on voit ce que peut dire Marion Maréchal Le Pen. Là, oui, ça ne laisse pas augurer de très bonnes... non. Alors, je pense qu'il faut faire très très attention, pas croire que ça c'est acquis. C'est très fragile. Et c'est ça, je trouve, qui est le plus inquiétant. Oui. Cette fragilité permanente. Quant à l'acceptation de toutes les questions de l'homosexualité, de genre, etc., les troubles d'identité, de genre et tout, c'est pas du tout accepté par tout le monde, hein, loin de là. Non, très loin de là, même. Il y a régulièrement des regains, on va dire, d'homophobie ordinaire comme de sexisme ordinaire, qui laissent augurer de longues années encore de combat avant qu'on entende plus génériquement que c'est merveilleux une fille. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, je reprends souvent là cette
cette conclusion de Françoise Héritier, peu avant de mourir, enfin c'était pas dans Masculin-Féminin, mais c'était dans un article qu'elle avait publié vraiment peu avant de mourir. On lui demandait si elle était optimiste pour le futur sur la question de l'égalité homme-femme, et elle disait que non, elle n'était pas du tout optimiste, qu'elle pensait que ça prendrait des siècles. Elle ne comptait pas en années ni en décennies. Elle a dit qu'elle pensait que ça prendrait encore des siècles. Parce que c'était tellement archaïque, c'est-à-dire que la domination masculine, le patriarcat, c'était tellement archaïque, c'était tellement inscrit comme ça dans l'inconscient masculin et hélas souvent féminin, hélas aussi féminin, oui. Que ça allait prendre des siècles. Même dans les cultures occidentales, évidemment. Oui. Ailleurs, c'est encore pire. C'est une autre question encore. Oui, c'est une autre question. Oui. Mais peut-être à ce moment-là, tout le mal que l'on souhaite, c'est que dans quelques siècles, ton roman, donc Fille, devienne un grand classique. Oui. Eh bien, je te remercie pour cet échange autour donc de Fille, paru chez Gallimard, qui est ton nouveau 12e, c'est ça, 12e roman ? Oui, si on compte les récits, en fait, oui, ça fait mon 12e roman, oui. 12e roman. Oui. Merci beaucoup pour cet échange. Merci Tara.